Bonjour, bienvenue à vous sur le plateau d'Onzito sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour une heure à passer ensemble et deux thématiques. Un dossier complet autour de la fibromyalgie, une maladie mal connue, sous-diagnostiquée et qui peut impacter le quotidien. Une équipe justement pluridisciplinaire pour vous expliquer tout ça et le point aussi sur une toute jeune association, l'association marocaine des malades de fibromyalgie en fin d'émission. Ensuite, on enchaînera avec un autre sujet, la santé de l'enfant de A à Z et le suivi chez le pédiatre. Ça, pour y répondre, Dr Meriem Ouzououi sera mon invité. Restez avec nous pour les détails, à tout de suite. Allez mieux comprendre la fibromyalgie, cette maladie justement mal connue même du corps médical. Eh bien, on en parle avec vous, professeur Janany Saadia, professeur en rhumatologie. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Docteur Mona Louhaman, bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin algologue, c'est-à-dire vous êtes spécialiste de la douleur et vous êtes également psychothérapeute. En deuxième partie d'émission, on aura avec nous Madame Selwa Lemallem. Elle est membre de l'association marocaine de malades de fibromyalgie, association qui a été créée il y a quelques années par Madame Fouzia Benchakour, justement qu'on remercie. Donc on va comprendre aussi le fonctionnement de l'association, l'importance de la cohésion entre les malades, mais avant il faut comprendre cette maladie qui est mal connue même des médecins. Professeur Janany, justement, c'est quoi la fibromyalgie ? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et pour répondre à cette question, définir la fibromyalgie, je préfère d'abord préciser une chose très importante. La fibromyalgie est une vraie maladie. Elle a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé en 1992. J'insiste à préciser ça pour dire aux malades, aux médecins, la fibromyalgie, c'est une maladie qui existe, c'est une vraie maladie. Et c'est ça la problématique, justement. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai préféré, avant de donner la définition de la fibromyalgie, de préciser bien que c'est une vraie maladie. Elle a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Donc pour définir la fibromyalgie, je reviens un petit peu sur l'appellation. Pourquoi on l'a appelée fibromyalgie? Donc fibro, ça veut dire c'est des douleurs des racines. C'est là où s'insèrent les tendons et les ligaments. Myo, ça veut dire musculaire. Et algie, ça veut dire douleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des malades qui vont se présenter avec un syndrome musculo-squelettique douloureux chronique. Ça veut dire des douleurs au niveau des racines des membres, au niveau musculaire et au niveau articulaire. Alors quand vous dites racines des membres, ça veut dire quoi? Ça veut dire là où s'insèrent les tendons et les ligaments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque muscle se termine au niveau de l'os par un petit ligament, un petit tendon qui va se fixer sur un os, sur la racine. Et donc, c'est des malades qui vont venir avec des douleurs articulaires et tendineuses, musculaires diffuses. Ils n'ont pas... Le problème de cette maladie, c'est que ces douleurs que présentent les malades n'ont pas vraiment une explication médicale. Mais elles sont localisées. Ils peuvent être localisés, ils peuvent être diffuses, ils peuvent être d'un côté, de l'autre côté, en haut, au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs. Donc, ils n'ont pas vraiment... ce sont des symptômes qu'on dit médicalement inexpliqués. Ça veut dire, si on veut les expliquer sur le plan anatomique, sur le plan systématisation, on n'a pas d'explication. C'est des douleurs diffuses, inexpliquées, une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Ça peut sauter d'une articulation à une autre articulation. Et c'est ça la difficulté. Et c'est ça la source des retards diagnostiques. Mais justement, avant d'arriver au retard de diagnostic, si vous le permettez, justement, des malades qui arrivent avec des douleurs diffuses dans différents endroits du corps. Est-ce que vous, par exemple, est-ce que les spécialistes demandent des radios, des IRM et que montrent les clichés? C'est-à-dire, avant d'aller au bilan radiologique et bilan biologique, d'abord, lorsqu'on n'a pas une systématisation, ça veut dire le tableau que présente le malade n'est pas typique. Voilà, ce n'est pas des critères d'une maladie X connue. D'accord? Donc là, c'est différent. On ne va pas aller demander un bilan comme ça. On ne sait même pas, sur le plan diagnostique, c'est-à-dire sur le plan clinique, examen clinique, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est des douleurs diffuses. On ne va pas aller demander un bilan comme ça, à travers, sans vraiment avoir une hypothèse diagnostique à notre examen clinique. Donc, lorsqu'on est face à ces douleurs-là, et j'ajoute, ce n'est pas seulement le syndrome douloureux qui existe. On a d'autres signes qui vont nous orienter un petit peu vers cette pathologie. Donc, en plus des douleurs qui sont chroniques, mal systématisées, non expliquées vraiment médicalement, on a en plus la fatigue. Mais est-ce qu'il y a des lésions? Est-ce que les clichés montrent des lésions? Non, il n'y a pas, de lésions. Il n'y a pas de lésions anatomiques. Peut-être je vais expliquer autre chose. Dans la physiopathologie, on a trouvé quelque chose grâce à l'IRM fonctionnel, etc. Mais d'abord, on reste clinique. Très bien. Donc voilà, donc vous avez des douleurs chroniques. Généralement, c'est des femmes. Entre 30 ans et 40 ans, à peu près 9 sur 10, c'est des femmes, et qui vont souffrir des douleurs
articulaires, musculaires et ligamentaires chroniques, associés souvent à deux principaux signes, qui sont la fatigue. Et c'est la fatigue, la particularité de cette fatigue, c'est que même s'ils sont reposés, la fatigue, elle est toujours là. C'est-à-dire que le repos n'améliore pas leur fatigue. C'est pas une simple fatigue. C'est pas une simple fatigue. Asthénie. Voilà, c'est une asthénie, c'est pas une fatigue physique. Lorsque je vais me reposer, ça va partir. Non, ça persiste. Et vous avez un autre signe, c'est le trouble de sommeil. C'est des gens, généralement, qui ont un sommeil qui n'est pas bien. Donc, et ça c'est comme un cercle vicieux. Je suis fatiguée, j'ai des douleurs, en même temps, je ne dors pas bien, et donc tout va retentir sur leur bien sûr, mode de vie. Voilà. Et donc ça, c'est lorsqu'on est face à ce tableau clinique, une femme jeune avec des douleurs chroniques qui évoluent depuis plus de 3 mois, pardon, et c'est des douleurs qui sont là, persistantes, qui ont une systématisation qui n'est pas bien connue médicalement, plus la fatigue, plus le trouble de sommeil. Voilà, on a quand même un contexte clinique qui va nous pousser à évoquer cette maladie. Alors, ces douleurs, cette fatigue, ces troubles du sommeil, est-ce qu'ils s'installent vite, en lot et de façon intense, directement? Non, il y a beaucoup de tableaux cliniques. On peut avoir au début seulement la douleur. Mais c'est la douleur qui est chronique. Ça dépasse 3 mois. Le malade souffre chaque jour et d'une façon, aujourd'hui, une douleur très importante, le lendemain, un peu modérée, etc. Donc, c'est une évolution. Elle est là, toujours elle est là, mais elle varie d'intensité, elle varie de siège, mais elle est là. Et c'est une douleur qui est chronique. Ça veut dire qu'elle dépasse les 3 mois. Il souffre chaque jour pendant 3 mois. C'est le caractère principal pour évoquer cette maladie. Il peut au début avoir la fatigue, et la douleur et le trouble de sommeil, comme il peut avoir seulement la douleur et après va s'installer le trouble de sommeil, ou bien... Absolument. Mais c'est les 3 symptômes associés. C'est les 3 symptômes principaux qui peuvent soit apparaître en même temps, soit succéder dans le temps. Alors, docteur Mouna Louhaman, vous êtes, je précise bien, vous êtes médecin algologue, médecin spécialisé de la douleur. Comment les patients et les patientes en particulier décrivent cette douleur? Alors, je reprends un petit peu l'intervention de ma collègue. Effectivement, n'ayant pas de substratum anatomique, du moins à l'état actuel, on n'a pas réussi à avoir des examens de routine qui nous permettent d'avoir un diagnostic positif de cette maladie, c'est-à-dire c'est la fibromyalgie et pas autre chose. On est encore dans le domaine de la recherche. Les patients vont venir avec 1, 2, 3 ou même plus d'autres signes qui vont venir s'aggraver. Alors, moi, en tant qu'algologue, ce que je reçois le plus, c'est la détresse de ces patients qui viennent me voir en général en fin de parcours, c'est-à-dire ce qui est normal, parce que moi, j'interviens après le rhumatologue, après que le diagnostic soit posé ou pas. En tout cas, ils viennent pour me demander soit un complément de thérapie, soit une opinion. Et c'est surtout la détresse émotionnelle, l'énorme anxiété qui est souvent mise en avant, en parallèle aux troubles qu'a évoqué ma collègue. Donc, probablement, comme je vois ces patients plus tard dans leur évolution, je suis souvent amené à constater plusieurs signes, notamment les troubles urinaires, les troubles digestifs, les troubles de concentration, les troubles de la mémoire, associés à la douleur, à la fatigue et aux troubles de sommeil qui sont le trépied fondamental de cette maladie. Donc, c'est une maladie qui évolue et qui va toucher d'autres fonctions, comme disait Dr Louhaman? Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que maintenant, la tâche est un petit peu plus facile parce qu'on a pu développer des critères pour retenir cette maladie. Au début, on s'est basé seulement sur des critères de la douleur. C'est-à-dire les patientes qui présentent des douleurs essentiellement diffuses dans son corps, on dit celle-là, on la classe comme fibromyalgie. Mais on a remarqué qu'avec ces critères, il y a beaucoup de malades qui peuvent souffrir pas seulement de la douleur, mais d'autres signes et qui ils ne répondent pas à ces critères. Donc, on a développé d'autres critères qui nous permettent de bien cerner cette maladie. Et donc, on a introduit d'autres critères qui sont, à part la douleur, les troubles de sommeil et l'asthénie, l'atteinte des autres viscères. C'est-à-dire les troubles urinaires, les douleurs abdominales, les paresthésies, ça veut dire les fourmillements au niveau des mains, les troubles de l'articulation temporomédulaire. Donc, une femme qui présente ce tableau comme ça, avec des douleurs, avec des troubles des autres organes, ça c'est des éléments très importants qui peuvent Mais ça veut dire que la maladie a déjà évolué? Non, ça n'a rien à voir avec l'évolution, voilà. Donc, on peut avoir tout le tableau clinique. C'est pourquoi, et ça je vais expliquer, c'est-à-dire que comment on a pu cerner cette maladie. C'est grâce aux études épidémiologiques. Et donc, grâce à ces études, on a pu d'abord voir le profil de malade, qui va faire une fibromyalgie. On a une idée sur le profil des malades et on a eu une idée sur les signes que présentent ces malades. Alors, qui va faire une fibromyalgie justement? Généralement, c'est-à-dire c'est des femmes
des femmes jeunes avec une prédisposition génétique. D'accord. Donc voilà, on a pu avoir... C'est une maladie génétique? Je n'ai pas dit une maladie génétique, prédisposition génétique. Prédisposition à quel niveau, justement? Jusqu'à maintenant, on n'a pas. On n'a pas vraiment on n'a pas le gène qui prédispose à cette maladie. Mais pourquoi on a dit une prédisposition génétique? C'est surtout en se basant sur des études épidémiologiques. Mais c'est quoi la différence entre prédisposition génétique et maladie génétique dans ce cas-là? Donc lorsque vous parlez d'une maladie génétique, ça veut dire que vous allez trouver le gène qui code pour cette maladie. Le gène qui est responsable de la maladie. Quand je parle d'une prédisposition génétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reviens à des études épidémiologiques et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de familles où le malade est là et la maladie elle est là. Elle est là. Donc je me base sur des études épidémiologiques pour dire que c'est une maladie qui prédispose génétiquement, qui est prédisposée génétiquement. Mais j'ai pas trouvé encore le gène. C'est une question de chronologie en fait. Non, c'est épidémiologique. C'est-à-dire c'est une maladie. Le jour où on trouvera le gène, on parlera de maladie génétique. On ne l'a pas encore trouvé, donc à ce moment-là, on va confirmer que c'est une maladie génétique. Mais là, il y a une prédisposition génétique. Alors, vous l'avez dit, professeur Janani, en début d'émission, depuis les années 90, la maladie est reconnue comme maladie à part entière. Et pourtant, nous sommes en 2017 et vous dites, toutes les deux, justement, en tant que spécialistes, que la maladie est sous-diagnostiquée et que souvent pour le patient, souvent ce sont des femmes, souvent pour les patientes jeunes, entre 30 et 40 ans, c'est véritablement le parcours du combattant pour avoir un diagnostic posé sur ces douleurs, cette fatigue, cette maladie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, selon vous, docteur Lohaman? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui justifient ces retards de diagnostic. Je pense que le premier facteur, c'est qu'il n'y a pas de substratum anatomique. C'est-à-dire, on ne va absolument rien trouver, ou peu de choses, dans les radios, voire les IRM standards que nous pratiquons en clinique hospitalière ou de ville. Les analyses biologiques ne vont pas non plus indiquer des troubles justifiant ces douleurs. Donc, on fait toute une batterie d'examens pour écarter d'autres maladies qui pourraient présenter des fatigues chroniques, voire des douleurs chroniques, avant de poser le diagnostic de fibromyalgie. Aujourd'hui, comme l'a dit le professeur Janani, depuis 2016, les critères ont été révisés et nous avons une codification très précise avec intensité élevée, moyenne, très importante de chacun de ces signes pour arriver à un diagnostic précis, clinique de fibromyalgie. Il y a d'abord ça. Deuxièmement, dans le monde médical, quand on n'a pas la preuve de la maladie, on a du mal à asseoir le diagnostic. Et pourtant, il n'y a pas que la fibromyalgie, il y a tous les syndromes douloureux fonctionnels qui rentrent dans cette catégorie. Notamment par exemple les migraines, où on sait qu'il y a des facteurs prédisposants génétiques, où il y a des facteurs déclenchants, etc. Et pourtant, on continue à psychiatriser, psychologiser assez fréquemment les migraines. Les maladies du côlon irritable, par exemple, il n'y a pas de substratum qui justifierait ces gonflements, ces douleurs. Donc tous ces syndromes fonctionnels douloureux chroniques rentrent à mon sens dans une catégorie bien à part, qui sont les dérèglements centraux. C'est-à-dire, selon les hypothèses en recherche clinique, on met en avant des activations des zones de notre cerveau, fait dans le cadre de recherche fondamentale, où on a observé que chez les patients atteints de fibromyalgie, les zones dédiées à la douleur s'activent beaucoup plus que chez les patients non fibromyalgiques. Et ne s'éteignent pas. Et ne s'éteignent pas parce que le signal reste permanent pendant beaucoup plus de temps que les patients non fibromyalgiques. Absolument. Ça, c'est ce qui nous amène vers la piste qu'il y a un dérèglement de la gestion de la douleur au niveau de notre cerveau. Le deuxième aspect, c'est les études qui ont porté sur les seuils de tolérance à la douleur. On a remarqué que chez les patients fibromyalgiques, ils étaient beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'ils déclenchent la douleur avec des seuils plus bas que chez les patients non fibromyalgiques. Donc là, ce sont des pistes encore en recherche fondamentale, qui nous amène à penser qu'il ne faut pas chercher une relation de cause à effet, lésion d'organes, conséquence douleur, mais que c'est plutôt au niveau de la modulation de la douleur, au niveau de notre cerveau. Ce qui change complètement la donne au niveau de la prise en charge. Ça ne serait plus une prise en charge par les rhumatos, mais peut-être par d'autres spécialités, neuro notamment, non ? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est par le rhumato. Aujourd'hui, c'est par le rhumato. C'est une maladie qui est traitée par les rhumatologues. C'est juste l'arsenal thérapeutique qui va changer. Je ne vais pas me baser sur les antalgiques et les anti-inflammatoires parce que je sais que ce n'est pas là le problème. Je n'ai pas une inflammation. Je vais me baser sur d'autres traitements qui vont un petit peu avoir une action sur le cerveau et la modulation des voies de la douleur de ces malades. Alors justement, vous parlez du traitement. Aujourd'hui, comment on soigne la fibromyalgie? Comment on soigne? Non, parce qu'on n'en guérit pas, c'est une maladie chronique. Mais comment on accompagne un patient,
une patiente fibromyalgique? D'abord, lorsqu'on reçoit une malade fibromyalgique, il faut d'emblée, d'abord, il faut pas lui dire la maladie le premier jour de la consultation. Il faut d'abord prendre le temps parce que la fibromyalgie, le diagnostic, il est clinique. C'est pas biologique ni radiologique. Donc, il y a des maladies qui ressemblent à la fibromyalgie et surtout des maladies rhumatismales. Donc, vous prenez votre temps de faire le bilan, éliminer les autres causes de douleurs chroniques, de fatigue, etc. Et donc, avant de dire à un malade que vous avez une fibromyalgie, il faut être sûr que le malade a une fibromyalgie. Donc, je ne vais pas le cacher fibromyalgique alors que j'ai un doute. Et donc, ce n'est pas la première constatation, ce n'est pas la deuxième, parce que ce n'est pas facile de lui annoncer une maladie chronique. La deuxième étape, c'est quoi? C'est d'abord, je dois le sensibiliser à cette maladie. Et je dois lui dire, c'est vrai, c'est une maladie chronique, et quand même, je ne peux pas arriver, parce que lui, le maître symptôme qui le pousse à consulter, qui le dérange, c'est la douleur. Et donc, d'emblée, je vais lui dire, je vais essayer d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer votre douleur, mais n'engagez jamais dans zéro douleur. Parce qu'avec les traitements, c'est exceptionnel qu'on arrive à zéro douleur. Et ça, c'est très important. C'est un message que les malades doivent comprendre. On va diminuer leur douleur, on va améliorer leur fonction, leur vie, mais c'est exceptionnel qu'on arrive à une phase où il n'y a pas de douleur, c'est-à-dire zéro douleur. Mais le gros de cette maladie aussi, c'est son côté imprévisible. Les malades disent, et justement, pour avoir échangé avec Madame Fouzia Abdelchakour en préparant cette émission notamment, elle m'a parlé justement de ce côté de la maladie qui fait que le malade peut s'engager, peut avoir des rendez-vous, et puis le jour où, même pour un rendez-vous médical, que la douleur et la fatigue pousse la personne à tout annuler, à même pas pouvoir aller voir le médecin alors que la personne a besoin de cette consultation. C'est ça le mystère de cette maladie, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas beaucoup avancé sur la physiopathologie de cette maladie. On a des hypothèses qui peuvent expliquer ça, mais aujourd'hui, vraiment, on n'a pas vraiment l'explication de cette évolution un petit peu capricieuse. Un jour je suis bien, le lendemain je ne suis pas bien. Donc c'est ça le mystère de cette maladie. On n'est pas encore arrivé à vraiment comprendre cette vous parlez de mystère, professeur Janani. Je sais que vous accompagnez ces malades, mais c'est leur quotidien aussi. Et justement, comment on parle aussi on a longtemps parlé de malades imaginaires pour parler de personnes atteintes de fibromyalgie. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut, c'est encore plus le diagnostic. C'est que pour certains médecins, comment on peut souffrir aujourd'hui d'un problème et le lendemain d'un autre, qu'aucun traitement ne fasse d'effet, est-ce que ça ne se passe pas dans la tête? Et ça, c'est aussi, la maladie est stigmatisée, docteur Lohaman. Tout à fait. De toute façon, pas seulement chez nous. Hein, absolument, non, tout à fait. La fibromyalgie est stigmatisée. La fibromyalgie, dans son histoire sur le plan mondial, rapporte ce même vécu. Ouais. Alors effectivement, le médecin nous sommes formés dans une démarche de logique de cause à effet. C'est-à-dire que la plupart des maladies, même les maladies génétiques, ont une cause et un effet. Là, nous sommes face à une maladie qui nous défie, dans un sens de challenge, dans un sens de changer un peu notre paradigme par rapport aux soins, par rapport à la logique de la prise en charge, où il y a certainement un problème, c'est clair, ce n'est pas du tout une maladie imaginaire, les patients sont là pour en témoigner, et même pour les fibrosceptiques, comme on les appelle, c'est-à-dire les médecins qui doutent de la varicité de cette maladie, malgré la reconnaissance par l'OMS de sa réalité, l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire l'IRM en actif, montre très clairement des activations de zones, donc il n'y a pas de doute par rapport à la véracité de cette maladie. Le pourquoi est encore un challenge. Donc, le fait de prendre en charge par le patient de ce caractère imprévisible signifie pour lui aussi un changement de paradigme. C'est-à-dire que la programmation à moyen et à long terme devient extrêmement difficile. Je me recentre sur mon quotidien, je m'engage, je communique autour de moi que j'ai une fibromyalgie et je gère autant que possible ce quotidien-là. Alors, quand on prend en charge par les psychothérapies, par exemple, de rééducation fonctionnelle... C'est important, les psychothérapies? À mon sens, oui. Parce que même si la maladie n'avait aucune origine psychologique, voire psychique, le fait d'avoir des douleurs tout le temps, de manière imprévisible, qui perturbent ma vie quotidienne, aura forcément, dans la plupart des cas, un retentissement psychologique, ne serait-ce que par épuisement. Absolument. D'accord? Et incompréhension de la maladie. Il y a incompréhension de la maladie. Alors il y a ça. Donc on prend en charge le fait que le patient doit d'abord accepter sa maladie dans sa complexité et dans l'absence de nos réponses évidentes. On est en cours de recherche clinique, dans l'impact que ça a dans sa vie quotidienne et le modèle de gestion qu'il doit faire.
Alors, juste un exemple, on va d'abord travailler sur le comportement de la personne. Donc, si je suis en mode je veux absolument tout faire tout le temps parce que je n'accepte pas cette maladie, très clairement, je vais m'épuiser. Le comportement extrême, c'est que bon, je lâche tout, de toute façon cette maladie aura le dernier mot, je me déconditionne socialement, musculairement, dans mon relationnel, etc. Donc le patient doit faire aussi une radiographie de comment lui interagit avec, elle plutôt, puisque c'est 90% des femmes, absolument, avec la maladie. Donc on va essayer d'éliminer tous les facteurs surajoutés de mauvaise gestion et on gérera ce qui échappe complètement à la volonté du patient, c'est-à-dire des jours où j'ai tout fait bien et pourtant j'ai mal et je ne peux pas me lever. Absolument. Voilà. La prise en charge médicamenteuse est importante aussi, donc la psychothérapie, oui, mais comment on soulage la douleur ? Il faut savoir une chose, que le traitement médical a une grande place pour soulager pas seulement la douleur, mais aussi le sommeil, certains médicaments pour la fatigue. Donc, il faut savoir que, puisque si je reviens un petit peu à la physiopathologie de cette maladie, c'est quoi? C'est une hypersensibilité des zones de la douleur, des zones cérébrales de la douleur. Absolument. Et donc, les médicaments, si je vais donner, par exemple, les anti-inflammatoires et le paracétamol, je sais qu'il n'aura pas d'action. Donc, ça ne sert à rien de prendre ces médicaments. Donc, je vais utiliser des médicaments qui ont une action cérébrale. Et donc, on a dans notre arsenal thérapeutique des médicaments, essentiellement certains antidépresseurs, certains antiépileptiques, qui vont agir sur cette zone en hyperactivité, parce que c'est grâce à l'IRM fonctionnel qui a montré qu'il y a une zone hyperactive, et c'est ça qui est responsable de la douleur. Donc, on agit, on va essayer un petit peu de diminuer cette hyperactivité ou hyperexcitabilité, et ça va donner un soulagement. Ça donne une réponse? Ça donne une réponse. Alors ça, c'est pour la douleur. Et pour la fatigue. Et pour la fatigue et pour les troubles du sommeil. Mais vous avez parlé aussi de plusieurs troubles liés. D'ailleurs, on parle de syndrome de la fibromyalgie. Oui. C'est un syndrome. C'est un ensemble de signes. Oui. Un ensemble de signes, absolument. Vous avez parlé d'autres signes, d'autres problématiques. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? C'est du cas par cas. Et à ce moment-là, on voit les autres spécialités, les autres spécialistes. Les troubles urinaires, on voit un neurologue. Les troubles de la mémoire, on voit un neurologue. Les troubles cardiaques, on voit un cardiologue. Comment la personne peut... C'est-à-dire, on traite ça symptomatiquement. Symptôme par symptôme. Symptôme par symptôme. S'il a des douleurs abdominales, on va agir, on va donner des antispasmodiques pour diminuer un petit peu les douleurs abdominales. S'il a un trouble, par exemple, de concentration, il y a d'autres moyens. Ce n'est pas médicamenteux, c'est plutôt un autre moyen physique qui permet d'améliorer la concentration. Mais qu'est-ce que vous faites, professeur Janani? Ma collègue va parler de ça. Vous renvoyez vers ces autres spécialités? Généralement, on traite, nous. D'accord. Symptomatiquement. Et s'il n'y a pas de réponse, à ce moment-là, parfois on a recours à d'autres spécialistes, mais c'est rare. C'est-à-dire qu'on arrive à gérer quand même la douleur par un traitement symptomatique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi les autres organes peuvent être touchés? On ne sait pas pourquoi. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses. Il y a l'hypothèse la plus fondée, c'est une hyperexcitabilité cérébrale, et donc ça joue sur tous les organes. Il y a les troubles hormonaux. Donc c'est pourquoi ça touche plus la femme que l'homme. Il y a le terrain génétique, c'est généralement sur un terrain anxieux, la plupart c'est sur ce terrain. Donc on sait plus ou moins le profil de ces malades, mais pourquoi ces organes souffrent et pourquoi chez un malade il y a le type digestif, il y a la sphère ORL qui souffre, et chez une autre malade il y a tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment une explication médicale à ces symptômes. À l'international. À l'international. L'impact sur le quotidien, docteur Lou Haman, justement, en tant que psychothérapeute, en tant que calgologue, que vous rapportent vos patientes, puisque ce sont des femmes le plus souvent? Alors, je voudrais aussi ajouter dans la liste des facteurs de risque pour développer une fibromyalgie. Donc, ma collègue a parlé du facteur génétique, du terrain génétique. Donc, il y a des études qui ont démontré que des jumeaux, si un des jumeaux a une fibromyalgie, ou une des jumelles, puisqu'on reste dans le cadre féminin, l'autre jumelle a 8 fois plus de chances de développer une fibromyalgie. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des confluences sur le plan épidémiologique. Il y a le terrain hormonal, les œstrogènes semblent avoir un effet protecteur par rapport à la douleur, donc 35-40 ans et au-delà de 40 ans, ça devient des zones sensibles.
Il y a aussi le terrain prédisposant d'anxiété, d'hypervigilance, comment dirais-je, d'anticipation négative comme mode de fonctionnement psychologique habituel. D'accord ? On en parlait la dernière fois de l'anxiété. Les personnes déjà naturellement anxieuses qui vont se fixer sur la symptomatologie, j'ai mal ici, j'ai mal, ça fait un effet d'amplificateur de la perception. Et puis, il y a aussi des études qui orientent vers, comment dirais-je, un apprentissage précoce de la douleur. Donc, chez les patientes qui ont vécu dans leur enfance ou des événements traumatiques, mauvais traitements, etc. Donc, tout ça, ou enfance difficile, ou non-réalisation de soi. Enfin, une expérience précoce de la douleur qui semblerait avoir sensibilisé les récepteurs et qu'ils réagissent à des niveaux plus bas que chez les autres. Alors justement pour le quotidien et pour parler de l'association marocaine des malades de fibromyalgie, on se retrouve juste après la pause. On retrouvera Madame Selwa El-Mallem, elle sera avec nous sur le plateau. N'oubliez pas aussi cette interview santé autour de la santé des tout-petits, le suivi avec le docteur Mehdi Mouzoui. Tout ça juste après une courte pause sur Médiane TV. À tout de suite. Allez, on reprend cette discussion autour de la fibromyalgie. Mieux comprendre cette maladie encore mal connue, sous-diagnostiquée. On en parle justement avec différents spécialistes. Professeur Janani Saadia, professeur en rhumatologie à Casablanca. Merci Lala d'être là. Merci. Docteur Mouna Louhaman, algologue psychothérapeute à Casablanca également. Et Madame Selwa El-Mallem, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Vous êtes membre de l'Association marocaine de malades de fibromyalgie, association fondée il y a quelques années par Madame Fouzia Abdelchakour. Merci beaucoup de nous faire confiance, d'être avec nous pour parler de l'association et pour parler aussi du quotidien des personnes atteintes de fibromyalgie. Justement, on arrivait sur ce point important du quotidien avec la maladie. Comment on gère cette maladie, madame? Alors, c'est vraiment la gestion de la maladie au quotidien est vraiment très pénible parce que déjà, il y a le premier facteur qui s'impose, c'est que c'est une maladie invisible. Et donc, il n'y a aucun signe extérieur sur le malade pour que l'entourage immédiat puisse admettre que cette personne-là est malade. Donc déjà, on vit avec ça. On est accusé de fainéantisme, on est accusé des fois de juste psychosomatiser. C'est vraiment, on est jugé à travers ce que l'on voit. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, plutôt. Voilà, justement. Ça, c'est le côté entourage immédiat. Et nous, pour gérer le quotidien, on a mal tout le temps. Quand on dit mal, c'est qu'on n'a pas une seconde de répit. Il n'y a pas une seule seconde, c'est vraiment permanent. Donc la maladie, quand elle commence et quand on est diagnostiqué, elle nous accompagne. Ça devient notre compagne fidèle. Elle ne nous quitte pas une seconde, avec des intensités différentes. Donc tout ce qu'on faisait avant, on ne peut plus le faire. Le moindre effort est un exploit. Quand on se fixe un petit objectif et quand on arrive à le réaliser, alors là, c'est vraiment une victoire extrême. Tous les jours tous les jours. C'est même, ça peut être les 5 minutes, dans 1 heure. Parce que, au point que quand on se sent bien pour notre état, c'est vraiment la course. Parce qu'on sait qu'on ne sait pas quand est-ce que cet état je dirais de répit, pas de la douleur, mais juste qu'elle est moins intense que d'habitude, combien il va durer. Donc c'est la course pour qu'on puisse faire réaliser ce qu'on a envie de faire, parce qu'on ne sait pas si c'est après 1 heure, une demi-heure ou un jour. Malgré les médicaments? Malgré les médicaments, parce que les médicaments, c'est une maladie, je dirais, qui est très capricieuse, elle en fait qu'à sa tête. On est là, on se croit qu'on est des fois, on a l'impression que ça va durer pendant 1 semaine, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Et là, d'un seul coup, on passe d'une tonicité à une asthénie sans transition. C'est-à-dire que là, je peux vous parler, et la seconde d'après, je me sens très mal. J'ai même plus la force de parler, ni de bouger mes mains. À un certain moment, le malade, il n'a envie que de s'allonger et ne pas parler, parce qu'il est dans l'incapacité, justement, de fournir le moindre effort vraiment du quotidien. Alors justement, une fois que le diagnostic est posé, est-ce que c'est aussi un soulagement pour le malade? Oui, à vrai dire, quand le diagnostic est posé, surtout que ça prend
énormément de temps. Ça prend des années. Et donc, c'est un soulagement parce qu'on a mis un nom sur notre souffrance et sur notre douleur quotidienne. Parce qu'à un certain moment, on se dit, mais là, on est vraiment, on se fait des idées. C'est une maladie imaginaire, on s'imagine des choses. Et il n'y a aucune analyse qui détecte la maladie. Et quand on nous dit la fibromyalgie, face aux praticiens, on se dit, waouh, ben c'est bien, j'ai quelque chose. Et après, la mauvaise nouvelle, mais la fibromyalgie, c'est une maladie qui est incurable, que vous allez avoir à vie, et il n'y a pas de traitement vraiment classique comme pour les autres maladies. Et là, c'est le choc. Ça veut dire, c'est vraiment très bonne, très mauvaise nouvelle. Et après, on passe au stade il faut accepter absolument, parce que sinon, quand on n'accepte pas, on n'arrive pas à gérer tout simplement. Parce que c'est pas possible. Quand on dort mal, quand on a la nausée, quand on a mal partout, une douleur intense, quand on a... et la liste est vraiment très très longue. On a ce qu'on appelle fibrophog, c'est vraiment l'impression d'être dans du coton. On perd ses moyens, on n'arrive plus à se concentrer. Mais c'est comme si ça perturbe complètement et notre vie, et notre personnalité, et notre quotidien d'une manière extraordinaire. Mais c'est là justement où l'association de malades de fibromyalgie est importante en matière de soutien, parce que personne ne peut mieux comprendre un malade atteint de fibromyalgie qu'un autre malade atteint de fibromyalgie. Oui, effectivement, oui, tout à fait, parce que justement, l'association, elle a été créée en 2014, elle est très jeune. Justement, c'est dans cet état d'esprit-là, c'est pour rassembler tous les patients, parce qu'on est éparpillés un petit peu partout. On vit dans l'isolement. Avant la création de l'association, on se croyait seul au monde. Enfin, quand on fait des recherches sur le web, on trouve en France, aux États-Unis, au Canada. Sur l'OMS. Voilà, l'OMS, on fait des recherches parce que pratiquement, on veut comprendre, mais sinon, on se croit qu'on est seul au Maroc. Et c'est ça l'avantage de l'association, c'est qu'elle a pu rassembler ces personnes-là. Et justement, c'est le premier objectif de la création de l'association, c'est de les rassembler pour qu'ils puissent échanger leur vécu, pour qu'ils puissent échanger même les symptômes, parce que des fois, même des choses que nous, on ressent, le médecin traitant, il ne les connaît pas, parce que on apprend ensemble, au fur et à mesure, la maladie, on apprend à la connaître. Et donc, ça sort le malade de son isolement, parce qu'on se sent vraiment, c'est vraiment seul au monde, quand il n'y a pas cet échange. Donc, il y a l'échange, il y a c'est vraiment ça a été très, très bénéfique pour l'ensemble des malades qui ont pu connaître et bénéficier de l'échange entre les différents malades. Justement, si on devait parler, professeur Jenani, rapidement de prévalence, ça touche... à peu près 2 à 12% dans le monde. Dans le, 2 à 12%. Et par exemple, si on prend le Maroc, malheureusement, on n'a pas des études épidémiologiques concernant la fréquence, mais au monde, c'est 2. Ça varie en fonction, bien sûr, des pays, de 2 à 12%. Juste pour comprendre ce pourcentage, par rapport à une autre maladie, ça serait quelle comparaison? C'est-à-dire que c'est juste par le biais les critères qu'ils ont utilisés les sociétés savantes pour retenir le diagnostic. Il y a certains au début. Mais par exemple, si on veut comparer à une autre maladie comme le diabète, c'est combien de pourcentage de la diabète ou autre maladie? Juste pour comprendre, ça veut dire quoi 2 à 12%? Est-ce que c'est beaucoup, c'est peu? Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord. Donc il reste très fréquent au Maroc, mais malheureusement, on n'a pas des chiffres à vous donner. Mais dans le monde, la plupart des études parlent d'un taux qui varie de 2 à 12% dans le monde. D'accord. Alors, docteur Mouna Lehaman, là vraiment, on est en train d'aller sur la fin de l'émission. On revient sur la prise en charge. Oui, alors la prise en charge est médicale, elle est médicamenteuse, donc avec des molécules qui vont agir sur ces troubles centraux, notamment les antidépresseurs et certains antiépileptiques. Donc au cas par cas, on va essayer de trouver la meilleure combinaison pour chaque patient. Mais il y a tout le volet des traitements non médicamenteux qui trouvent leur place dans la gestion de cette maladie. Donc la psychothérapie va justement travailler sur l'anxiété, l'affirmation de soi, l'acceptation de la maladie. Dans plusieurs unités de la douleur, on met en place des séances de relaxation médicale où on apprend à gérer son stress et à détendre ses muscles qui sont souvent crispés. À cause de la douleur. À cause de la douleur et l'anticipation de la douleur. Je peux me crisper en sachant que probablement la gestion du stress est extrêmement importante. Ça, je pense que pour toutes les
les maladies, mais particulièrement au niveau de la fibromyalgie. On peut proposer aussi de l'hypnose clinique qui semble donner des résultats intéressants pour les patients répondeurs. Comme dans toute thérapeutique, il y a des patients qui vont mieux répondre que d'autres. Il y a aussi la sophrologie, le yoga est particulièrement recommandé pour ces patients. Tout ce qui, en fait, va permettre de ralentir le système nerveux central et permettre aux patients de se resituer vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y a même des CHU, comme celui de Soissons à Paris, où ils mettent en place des études sur la magnétothérapie. Ça, ce sont des nouvelles avancées qui nous permettront d'avoir un outil de plus qui peut-être sera utile à cette personne et pas tellement à l'autre. Donc il y a une grande variabilité d'outils qui sont aujourd'hui validés sur le plan hospitalier. Il y a aussi d'autres choses que les patients vont tester de par eux-mêmes. Moi, je les encouragerais quand même à rester dans une lignée de validation pour éviter les mauvaises surprises et pour que le médecin puisse interagir avec eux aussi. Donc, on va tester le médicament, on va tester la technique non médicamenteuse jusqu'à réellement créer un puzzle sur mesure, c'est la médecine du futur, pour chaque patiente jusqu'à ce qu'elle trouve sa vitesse de croisière. Madame El-Maalem, vous avez testé une technique non médicamenteuse? Oui, beaucoup, énormément. Alors, ça va, j'ai utilisé l'acupuncture, qui n'a pas marché, l'oxygénothérapie. Ça a agi sur certains symptômes, mais pas la douleur, mais pas le problème principal. Mais ça dépend. C'est comme a dit Dr Luhamen, c'est cas par cas. Parce que ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour autrui. Donc, et la réciproque est vraie. Et donc, du coup, c'est la naturopathie, le reiki, c'est les énergies. C'est vraiment tout ce qu'on nous propose. On y va, on s'accroche, surtout qu'au début, surtout pour les personnes qui ont été atteintes il y a longtemps. Moi, ça fait 16 ans que j'en souffre. Et donc, à l'époque, c'est vraiment, déjà, pour qu'on me diagnostique 5 ans, ça a pris 5 ans. Et donc, après, il y avait très peu, personnellement, je suis tombée sur très peu de praticiens qui connaissaient la maladie, déjà. Donc, on se balade d'un praticien à un autre en espérant trouver un remède. Et en attendant, tout ce qu'on trouve, on est à l'affût. On est tout simplement à l'affût de n'importe quel traitement qui pourrait nous soulager éventuellement. On revient sur l'association. Oui, bien sûr. Comment on peut vous joindre, justement? Alors, c'est surtout via les réseaux sociaux, via la nature de la maladie, donc, qui empêche les déplacements des malades et ne serait-ce que pour les activités qui sont organisées par l'association. Et donc, du coup, c'est surtout via notre page. La page s'appelle Fibromyalgie au Maroc. D'accord. Voilà. Et donc, toute personne intéressée, juste qu'elle tape fibromyalgie au Maroc, elle sera toujours directement orientée vers notre page. Sinon, par mail, je vous donne le mail. Oui, bien sûr, on le prend. C'est afaouz, gmail.com. Bravo. Voilà, on y est arrivé. Parce qu'on a un petit peu des pertes de mémoire. On y est arrivé. Voilà, et donc c'est toute personne qui veut nous joindre, elle est la bienvenue, on aimerait bien, et on est là pour qu'on s'entraide entre nous. Le futur, vous le voyez comment, madame? Ben, écoutez, j'essaie de le voir de la manière la plus optimiste possible, parce que sinon, ce serait catastrophique. Je ne serais pas là assise à vous parler et écouter les conseils des spécialistes. On essaye, puisqu'on n'a pas le choix. Il faut bien vivre. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre confiance, merci pour votre transparence. Merci, mesdames, pour votre expertise. Professeur Janani Saadia, professeur en rhumatologie à Casablanca. Docteur Mouna Luhamen, algologue, psychothérapeute à Casablanca également. Et madame Selwa El-Maalem, membre de l'association marocaine de malades de fibromyalgie, association créée il y a quelques années par madame Fouzia Abdel Chakour. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour une